Les agricultures ont une très longue histoire. Elles ont commencé il y a environ une dizaine de milliers d'années et se sont développées et répandues sur la surface du monde. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'agriculture n'est pas apparue comme ça de façon extraordinaire. L'agriculture est venue d'un monde humain qui était préexistant. Les humains savent mener leur vie. Ils ont migré. Ils ont rencontré des conditions nouvelles. Mais c'était des êtres qui avaient déjà un énorme potentiel et dont je vais vous parler maintenant. Au Paléolithique supérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'époque de la pierre taillée, mais le Paléolithique supérieur, c'est la dernière phase de la pierre taillée, il va y avoir une transformation progressive, qu'on appelle le Mésolithique, à partir duquel les humains vont commencer à avoir une vie différente, à faire apparaître des petits noyaux de villages, etc. Et cette époque-là va entraîner ce qu'on appelle l'agriculture. Alors, je reviens donc avant l'histoire de l'agriculture, vous voyez sur cette carte, un schéma approximatif du dernier out of Africa, celui que on dit être le dernier parce que c'est celui qui va entraîner l'expansion globale de l'espèce humaine sur tous les continents. Ces humains vont se déplacer en étant des chasseurs-cueilleurs, il faut bien comprendre ça, et ils vont se déplacer et par petits groupes de 150 personnes à peu près, ils vont traverser toute l'Asie, ils vont même traverser le détroit de Bering, aller en Amérique, et descendre jusqu'en Amérique du Sud. Ils vont aussi, donc d'autres groupes vont descendre plus vers le sud de l'Asie, et descendre vers l'Indonésie, puis l'Australie, ce qui prouve d'ailleurs qu'ils avaient des capacités même à faire des bateaux et à se déplacer sur l'eau. Tandis que d'autres vont partir vers l'Europe et vont aller jusqu'en Europe de l'Ouest. Sur cette carte, vous voyez que je vous rajoute aussi d'autres migrations qui ont lieu très tardivement, en Islande, Groenland, Amérique du Nord, pour montrer que finalement, quand on croit avoir découvert l'Amérique, en fait, les humains dans leur ensemble avaient déjà tout découvert, ou presque tout découvert, avant même l'agriculture. Les humains, donc avant l'agriculture, comment vivaient-ils? Les humains vivaient en petits groupes d'environ 150 personnes. Il y a des études à la fois archéologiques, neurologiques, et qui permettent de confirmer qu'avant même l'agriculture, à l'époque où ils étaient chasseurs-cueilleurs, les humains vivaient dans des groupes d'environ 150 personnes. C'est-à-dire qu'ils avaient une vie sociale. Cette vie sociale s'enracine sur le temps très très long de l'hominisation et qui montre que la société humaine, les sociétés préhumaines existent depuis extrêmement longtemps. Donc ce qu'il faut bien intégrer, c'est que la socialité de l'espèce humaine est en fait antérieure même à l'émergence de l'humain d'aujourd'hui, et même de l'humain du Paléolithique. Ils avaient une maîtrise de techniques assez solide, et vous voyez ici sur les images que je vous montre là, l'ensemble des techniques qui étaient capables de maîtriser les humains à cette époque pré-agricole. Alors, les chercheurs se sont concentrés énormément sur la pierre, parce que la pierre, c'est la chose qui se conserve tout le temps, donc évidemment, durant tout le Paléolithique et même le Néolithique, c'est les outils de pierre qui dominent, parce que tous les autres se sont dégradés. Tous les objets qui sont faits avec du matériau biologique ne tiennent pas 10 000 ans. On n'a pratiquement rien qui reste, qui soit précisément analysable, hormis la pierre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est tellement difficile de tailler la pierre, et je vous conseille, si vous avez envie d'essayer, de savoir cette difficulté, vous essayez de trouver des pierres taillables, et vous essayez de voir si vous arrivez à tailler de la pierre. Vous pourrez aussi
trouver des pierres à silex, on en trouve facilement. Il suffit d'aller se balader dans les montagnes et essayer de voir si vous êtes capable d'allumer un feu avec des pierres. Bon, pour tous ceux qui s'y sont exercés, moi j'ai pu le faire moi-même, allumer un feu avec des pierres, ça c'est pas trop difficile. Mais par contre, tailler la pierre, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile. Donc, quand on sait tailler la pierre, ben, on sait faire beaucoup d'autres choses. Ça veut dire qu'on sait aussi, évidemment, tailler le bois, on sait aussi couper des pots, on sait aussi même les attacher, les coudre. Donc on va, avant même l'agriculture, énormément de capacités sont développées par les hommes du Paléolithique. Ils maîtrisent la chasse, évidemment, de petits et de très gros animaux. Ils ont une endurance. Une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est qu'elle peut pratiquement chasser à court, juste en poursuivant un animal, l'épuiser et finalement l'abattre à la fin, parce que nous avons des capacités d'endurance que n'ont pas les animaux. Ils avaient une maîtrise des actions coordonnées, extraordinaire. Quand vous êtes un groupe de 150 personnes, vous pouvez partir à 10 ou 15 faire de la chasse coordonnée. Ils avaient des techniques particulières, parce que maintenant, il y a des hypothèses qui ont été déposées par des archéologues. Entre autres, le porte-bébé a dû être inventé très tôt. Et donc, les femmes pouvaient porter leur bébé et marcher. Et les groupes se déplaçaient en ayant des porte-bébés. Ils étaient capables de se construire des abris, des véritables petites maisons de peau et de bois. Ils avaient inventé les vêtements. Ils avaient même inventé un début de chaussures. Et ils maîtrisaient manifestement tous les outils de protection de l'enfance. Pensez que ces humains pré-agricoles, certains ont traversé des lieux extrêmement froids, ont traversé des hivers redoutables, et ils ont quand même réussi à survivre. Donc ça veut dire qu'ils étaient capables d'élever, enfin de faire naître et d'élever des petits-enfants dans des conditions qui nous paraîtraient complètement impossibles. Ils savaient fermenter les aliments, que ce soit des produits animaux ou des produits végétaux, et évidemment ils avaient domestiqué le feu depuis bien plus longtemps que ce qu'on dit aujourd'hui. Voilà, ça c'est l'espèce humaine, hein, c'est les humains avant l'agriculture. Donc ce ne sont pas des gens dénués de capacités. Là, je vous montre quelques outils spécifiques du Paléolithique, dont un qui devrait vous surprendre tout de suite quand vous les regardez, c'est de voir des aiguilles à chat. Les aiguilles à chat, hein, ça fait dire qu'on est capable de coudre, on est capable de trouver des fils, de fabriquer des fils. Et ça, c'est avant l'agriculture, pour coudre des peaux et se faire des vêtements. Vous voyez aussi des pointes de flèches aux formes qui permettent de les attacher bien à du bois, et ils maîtrisaient aussi des colles particulières pour faire attacher de la pierre sur du bois. Donc ils maîtrisaient un grand nombre d'outils, et tous ces outils vont pouvoir être utiles pour le développement de l'agriculture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 11 700 ans, il y a eu un grand changement climatique qu'on appelle le changement climatique de l'Holocène. L'Holocène, c'est la nouvelle ère dans laquelle nous sommes rentrés il y a 11 700 ans et qui commence par une élévation de la température d'environ 10 degrés en très peu de temps. Alors, quand on dit en très peu de temps, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est certainement en peu de siècles. Plus 10 degrés, quand vous entendez parler du changement climatique aujourd'hui, vous pouvez vous dire qu'en effet, c'était considérable. On sort d'une ère glaciaire, on rentre dans une ère nouvelle, où les conditions climatiques sont telles que des plantes vont pouvoir se développer beaucoup plus largement, même dans des climats qui avant étaient très froids. Et comme les humains se sont sortis d'Afrique, ils sont allés un peu partout, avant l'Holocène, c'est-à-dire dans des territoires très froids, avec la chaleur, découvre un nouveau type de climat, des nouvelles conditions, des lieux où on peut s'arrêter et rester vivre de manière sédentaire, en population, donc ils peuvent être supérieurs peut-être à 150 personnes avec des micro-villages, parce qu'il y a une rivière poissonneuse, parce qu'il y a des troupeaux aux alentours, parce qu'il y a des concentrations de céréales qu'on peut récolter
pour les garder, les manger et même passer l'hiver. Ce qu'on constate, c'est que ces lieux vont être les lieux de démarrage de l'agriculture. Alors, en particulier, si ces lieux ont peu de risques épidémiologiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop chauds, ils sont relativement secs, la prolifération de parasites ou de maladies, de peste, pas trop importante, on peut avoir une population qui s'accroît. Mais il faut avoir des pluies relativement bien réparties. Voilà. Mais si les pluies sont bien réparties, mais avec de temps en temps des ennuis, une année sur l'autre, des problèmes, la créativité humaine fait que on se met à réfléchir et se dire bon, il va falloir trouver une solution. Cette année, on a un peu souffert. L'hiver a été extrêmement dur. Il faudrait qu'on fasse du stock. Donc, ils peuvent commencer à faire du stock. Et de la même manière, s'il y a des animaux sympathiques qui sont intéressés par les humains et qui viennent les voir, eh bien, ils vont pouvoir aussi continuer ils vont pouvoir aussi les garder, les élever, voire les conserver pour l'hiver. Quand on souffre un petit peu, qu'on a des animaux qui sont avec soi, on peut évidemment les abattre et les manger. Et ce qu'on constate, c'est que tous ces lieux qui sont dans ces genres de conditions sont des lieux du démarrage du néolithique. Il y a un chercheur qui s'est amusé à regarder tous les lieux possibles, et en les regardant tous, il s'est pas trompé. Il y en a un où il a dit, bah si, bon, finalement les conditions étaient bonnes, mais il y avait personne. Et puis il y en a un autre qui l'avait pas vu, et je vais vous en parler tout à l'heure. Il y en avait un qui l'avait pas vu, et on découvre qu'en fait il répondait à ces conditions-là, et en effet on a découvert que l'agriculture a été créée. La sédentarité, pour dire aussi un autre effet, c'est que la fécondité des femmes est plus élevée, puisque quand vous êtes sédentaire, vous n'êtes pas obligé de porter votre enfant tout le temps. Dès l'âge de 2 ans, 3 ans, si vous êtes dans un village, ils sont un peu protégés, ils sont là. Et donc ça peut resserrer un peu le temps entre 2 accouchements. Donc tout ce que je vous raconte là, je pense que vous avez vu que je ne vous ai pas parlé de technique. Donc c'est que la révolution du néolithique, c'est pas une révolution technique, c'est une révolution anthropologique. Alors il y a une autre chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que avant même la révolution néolithique, c'est-à-dire il y a environ 100 000 ans, les humains ont rencontré, les premiers humains qui sont sortis d'Afrique ont rencontré le loup du Moyen-Orient, et apparemment c'est le démarrage de la domestication du loup en chien. Et donc, lors du changement climatique de l'Holocène, pratiquement tous les groupes humains avaient des chiens avec eux. Quand vous avez des chiens, c'est beaucoup plus facile, finalement, d'arriver à domestiquer que certains animaux. Vous pouvez, avec des chiens, bloquer des animaux, vous dire qu'il ne faut pas les tuer, il faut juste les garder dans un endroit. De la même manière, si vous commencez à faire un peu d'agriculture et à cultiver des plantes, et que des herbivores viennent manger les plantes que vous avez semées, le chien peut les chasser. Donc c'est une condition supplémentaire qui a dû jouer un rôle dans le développement du néolithique. Donc, quand on commence l'agriculture, donc vous avez bien vu que c'était après 11 700 ans, ça c'est sûr. Puisque ils ont dû mettre au moins 2 ou 3 000 ans à s'adapter aux nouvelles conditions, à créer des plantes qui prolifèrent, de nombreux animaux, du gibier, de quoi vivre, on peut vivre en groupe, des rivières plus poissonneuses. Et c'est dans ces lieux-là que l'agriculture a commencé. Alors vous avez dû, dans votre jeunesse, apprendre que l'agriculture avait été inventée, découverte au Moyen-Orient. En fait, c'est vrai. Il n'y a aucun doute que le Moyen-Orient a été un lieu privilégié, puisqu'on a même défini qu'il y avait pratiquement 3 lieux différents. 3. En Palestine, par exemple, c'était plutôt les végétaux. Du côté des montagnes du Zagros, c'était plutôt les chèvres. On a eu un autre endroit où c'était plutôt des vaches.
mais les 3 lieux étaient suffisamment proches les uns des autres pour être en interconnexion. Mais vous avez eu aussi en Chine, vous avez eu 2 lieux de domestication, vers le nord et le sud, qui sont quand même très différents, mais qui ont été aussi en interaction. 2 lieux en Amérique, souvenez-vous quand même des Incas et des Aztèques. Alors les Aztèques, c'est le Mexique. Si vous réfléchissez, oui, qu'est-ce qu'ils ont cultivé? N'oubliez pas que le maïs vient du Mexique. Le maïs, c'est plein d'autres plantes, mais le maïs, c'est vraiment la plante emblématique. De la même manière, chez les Incas, c'est-à-dire dans la zone du Pérou, la plante emblématique aujourd'hui, c'est la pomme de terre. Pommes de terre et maïs sont aujourd'hui répartis dans le monde entier, et c'est arrivé évidemment à partir de longtemps après, c'est arrivé chez nous longtemps après le démarrage de l'agriculture. Donc il y a un centre dont je vous avais parlé qui n'avait pas été prédit par le principe même des conditions pour faire de l'agriculture, parce que la personne ne savait pas que les conditions agricoles existaient dans ce lieu, c'est la Nouvelle-Guinée. La Nouvelle-Guinée, quand on a découvert la Nouvelle-Guinée, puisqu'on a connu des populations de la Nouvelle-Guinée dans les années 30 du XXe siècle, et on a pour la première fois un film qui montre le contact entre des hommes modernes et des tribus, des peuples ethniques qu'on avait jamais vu, dont on ignorait l'existence. Une sorte de contact entre 2 mondes qui étaient séparés depuis si longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois le néolithique engagé? Vous avez vu il y avait quelques lieux de création de l'agriculture. Certains se sont répandus ensuite par imitation, parce qu'après le néolithique, du Moyen-Orient, de Chine, Nouvelle-Guinée, Amérique, d'autres lieux ont copié. Alors on a par exemple le Mississippi, qui manifestement, la zone du Mississippi, et d'autres zones d'ailleurs près de la Californie d'aujourd'hui, qui ont développé de l'agriculture, mais longtemps après, en fait, par copie. On a vu que d'autres savaient le faire, on s'est dit, mais on devrait pouvoir le faire nous-mêmes. De la même manière, en Europe du Sud, l'agriculture a démarré il y a 5500 ans, mais c'était aussi par transmission. On a eu la vallée de l'Indus en Inde, enfin aujourd'hui au Pakistan. L'Égypte ancienne n'est pas un lieu où a été créée l'agriculture. L'Égypte ancienne a copié, mais elle a copié à partir de populations qui venaient soit d'Afrique, d'un mélange de populations qui venaient d'Afrique sahélienne et de Mésopotamie. Vous avez vu sur la carte que je vous avais montré il y avait des lieux de domestication de l'agriculture dont on ne sait pas encore de manière certaine si c'est des inventions ou des copies, entre autres dans le Sahel. Alors, ce néolithique, je vous présente ici quelques images d'objets techniques du néolithique. Donc il y a des objets techniques qui sont spécifiques et nouveaux, qui sont propres au néolithique. Mais ils sont propres au néolithique, non pas parce que ces outils ont permis le néolithique, c'est en fait à partir du moment où l'agriculture a pu se développer, on a découvert que en broyant des grains avec des bols à moudre, on arrivait à avoir des pierres lisses. Les humains ont certainement trouvé ça beaucoup plus beau. Et ils se sont mis à travailler à polir les pierres. Il fallait avoir du temps, parce que polir une pierre pour la rendre complètement lisse comme ce que vous voyez ici, ça demande des journées et des journées de travail. Toutes les poteries qui sont faites à côté semblent moins élaborées, moins complexes que ces pierres extrêmement fines, extrêmement polies et esthétiques.
Mais il n'y a pas eu que cette modification-là. Parce que, évidemment, à partir du moment où les populations commencent à s'accroître, eh bien, les villages vont s'accroître. On va commencer à créer des vrais villages, avec des constructions, des maisons qui sont intriquées les unes aux autres. Des animaux vont vivre dans des enclos. On va cultiver des plantes. À partir des animaux ou des plantes, on va pouvoir filer, tisser. On va pouvoir créer très proche des maisons des stockages de grains. On va améliorer les chaussures. Alors, une petite histoire pour le stockage des grains. Le stockage des grains, si vous stockez beaucoup de grains, le risque, c'est que vous allez favoriser certains types de petits rongeurs, les souris par exemple, qui vont essayer de rentrer dans le stock des grains et d'en profiter. Et il semble que la domestication du chat n'est pas une vraie domestication, c'est le chat qui est venu parce qu'il y avait un lieu vraiment intéressant pour arriver à manger les souris. Et donc, il s'est entendu avec les humains parce que les humains ont accepté et ça a été une entente cordiale entre les deux parce que finalement, chacun y trouvait son compte. On a retrouvé, il y a pas si longtemps que ça, je crois, il y a une 50aine d'années, 50 ans à peu près, un village de néolithique sur pilotis qui a été reconstitué sur le lac de Constance et qui montre à quoi pouvait ressembler un village néolithique situé au bord d'un lac et dans lequel certaines des maisons sont sur pilotis complètement sur le lac. Ce qui permet aussi de défendre le village contre différents prédateurs qui puissent être dangereux. Vous voyez la qualité de la construction, on a l'impression d'être dans une époque en fait pas si lointaine de la nôtre. Et vous voyez aussi la qualité des bijoux. Alors, voilà, la révolution néolithique, donc elle commence réellement, on sait qu'il y a 8000 ans, on trouve réellement des plantes domestiquées, nouvelles, des plantes qui ont des caractéristiques spécifiques qui sont propres à la culture et qui permettent les cultures. Il y a les premiers animaux domestiqués aussi, mais ça va durer un certain temps. Ça va durer un certain temps, ça commence, on peut dire qu'il y a 8000 ans, ça y est, il y a l'agriculture, il y a de la domestication est arrivée de fait après le démarrage de l'agriculture, c'était progressif. Mais ça prend du temps, et on estime que, en fait, le néolithique, de toute façon, s'arrête complètement vers 1800 ans avant Jésus-Christ, à peu près. Et c'est déjà une humanité assez nouvelle, cette humanité qui vit de l'agriculture. Ça change ses relations à l'espace et au temps. La domestication, c'est que ce soit des plantes ou des animaux, c'est une gestion de l'espace et du temps. Comme vous semez des plantes, vous attendez une récolte, vous anticipez une récolte sur un certain nombre de mois, vous allez vouloir récolter tout l'ensemble à un certain temps, vous connaissez bien à quel moment il faut récolter. Il va falloir le stocker les grains, il faut vérifier qu'on va avoir assez pour passer l'hiver, etc., etc. Alors, au niveau ça c'est au niveau du temps. Mais au niveau de l'espace, c'est pareil. Vous allez avoir des cultures sur un certain espace. Il va falloir dominer cet espace. On le reconstruit. C'est plus un espace complètement naturel. C'est un espace qui combine l'humain et la nature. Et puis, la population se sédentarise progressivement de plus en plus. Il y a toujours eu, parce que ça a duré très longtemps, et ça continue encore. Des gens qui aiment chasser, par exemple, et donc, ou des gens qui aiment aller chercher les fraises des bois, ou les myrtilles, aujourd'hui ça existe encore. Il faut savoir que, évidemment, dans les premiers millénaires de l'agriculture, une partie du temps se passait aussi à continuer à chasser un peu, continuer à aller cueillir des choses à l'extérieur pour améliorer le quotidien et préparer et être sûr qu'on va pouvoir passer la période difficile de l'hiver. Et ça va évidemment dévoiler des nouveaux types de techniques. Donc c'est bien le néolithique, l'agriculture, qui va provoquer des changements techniques.
bon, je vous ai dit que le loup avait été domestiqué bien avant le néolithique, mais les autres animaux, l'apprentissage de la domestication, domestiquer une vache, c'est quand même pas pareil qu'un loup. Surtout que le loup est devenu une sorte le chien est devenu un ami de l'homme. On considère on dit ça depuis des millénaires, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Et l'ensemble des objets techniques et de la technicité humaine, en association avec la domestication des plantes et la domestication des animaux, ça change beaucoup de choses. Il y a beaucoup de technicité dans la maîtrise de la domestication. Réfléchissez à comment, pour ceux qui ont des chiens, par exemple, ou des chats, ou qui ont des animaux de compagnie, réfléchissez au temps que vous passez et comment vous y prenez pour obtenir d'un chien ou d'un chat ou d'un autre animal qu'il se comporte comme vous le souhaitez. C'est pas une technique particulière, c'est pas une domination totale. C'est une forme d'alliance, même s'il y en a un qui est le maître et l'autre qui accepte d'être celui qui aime son maître. Mais vous voyez que ça conduit à reconsidérer le rôle même de la technique entre les humains et la nature. C'est-à-dire qu'avant, la technique, c'était pour chasser, pour fabriquer des objets. Et là, lorsqu'on commence à vouloir domestiquer, c'est-à-dire à recréer son environnement, à le modifier pour qu'il soit toujours naturel. Quand vous vous promenez à la campagne, la première impression que vous avez, c'est que c'est naturel. En fait, c'est pas du tout naturel. Toutes les campagnes françaises, par exemple, sont complètement sous l'emprise de la domestication. Mais c'est une alliance entre l'humain et la nature, et il est possible qu'aujourd'hui, dans la poussée technique qui a lieu, et ça, je vous en parlerai au cours suivant, dans la poussée technique qui a lieu de l'agriculture moderne, on soit en train peut-être de modifier cette relation d'alliance que nous avons avec la vie. Cette relation d'alliance qui a été construite par le néolithique. Alors, si vous voulez approfondir ce sujet, je vous propose le livre de Vincent Boquéot, Les civilisations à l'épreuve du climat, qui est un livre très agréable à lire, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Vous trouverez d'ailleurs dans ce livre un certain nombre des idées, évidemment, que j'ai exposées dans le cours. Mais ce que Vincent Boquéot montre, c'est que si l'agriculture avait pour but non pas de se passer des changements climatiques, des modifications climatiques, mais de s'adapter aux changements climatiques, c'est-à-dire de passer les hivers, etc., ce qu'on constate de fait, c'est que l'agriculture a créé des conditions, a modifié les conditions de vie des humains qui sont devenus toujours plus nombreux. La population humaine a cru de manière considérable grâce à l'agriculture, et donc s'est mis toujours dans des situations un petit peu limites où il fallait travailler de plus en plus et maîtriser de plus en plus les conditions agricoles. Et Vincent Boquéot montre que toutes les civilisations, même les plus avancées, se sont heurtées à ce problème qu'en fait le climat, on ne le maîtrise pas complètement. Et évidemment, ça résonne un peu avec les angoisses qu'on a aujourd'hui sur le changement climatique, qui répète d'une autre manière le changement qui a eu lieu au début de l'Holocène. Vous venez d'écouter cette présentation sur l'émergence des agricultures dans le monde et sur la façon dont cette invention, cette création par les humains a transformé leur mode de vie et a finalement conduit à l'émergence de ce que nous appellerons les civilisations. Ça va durer 10 000 ans, jusqu'à maintenant, et donc c'est ce dont je vais vous parler lors des prochains épisodes. Donc au prochain épisode.